Oui, bonjour à tous. Moi, je suis le local de l'étape. Je vais vous parler de mes interrogations et ouvrir des portes de réflexion sur possible intrication entre ce que l'on voit suite à certains patients qui expérimentent les Covid et le syndrome de fatigue chronique encéphalomyélite myalgique, que je dirais à chaque fois SFC-EM. Voilà. Bon, déjà, on peut se poser pertinemment la question, Eric Gage l'a un peu évoqué tout à l'heure, sur est-ce que ce qui se passe après la Covid, c'est spécifique de la Covid ou est-ce que c'est tout simplement une répétition de ce que l'on peut avoir de manière post-infectieuse globalement. Donc quand on revoit, je vais encore plus loin dans l'histoire que ce qu'a évoqué Eric tout à l'heure, à la fin du 19e siècle, il y a eu une grippe assez redoutable, qui a été la grippe russe, qui a beaucoup interrogé les médecins de l'époque quand on voit les rapports de ce qu'il y avait, parce qu'elle était trop contagieuse par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude, trop grave, et surtout qu'il y avait des signes atypiques qu'ils ne voyaient pas habituellement dans les grippes, avec des troubles neuro, des troubles cardio-végétatifs. Ils parlent justement d'atteinte du système neurovégétatif. Des rechutes précoces. Normalement, la grippe, on l'a fait une fois dans l'hiver. Le tsar, à l'époque, il l'a fait 3 fois dans le même hiver. C'est quand même bizarre. Et des formes un peu persistantes. À tel point que maintenant, il y a certains virologues qui se posent la question, est-ce que c'était une vraie grippe? Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de virologie. Ou est-ce que c'était pas un coronavirus à l'époque? C'est pas impossible. C'est un peu finaliste comme raisonnement, mais ce qui peut poser à questionnement, c'est que quand on voit la distance génétique entre un des coronavirus humains, le OC43, qui donne actuellement des rhumes, et la distance génétique avec le coronavirus bovin, elle est extrêmement étroite. Et quand on fait un arbre phylogénétique, il y a des études de chercheurs qui ont retrouvé que probablement le passage de l'homme, du bovin à l'homme, de ce coronavirus, comme par hasard, il est à peu près chiffré à la fin du 19e siècle. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'était vraiment une grippe par rapport à ça? Et c'est une discussion pour laquelle on n'aura jamais la réponse, bien entendu. Après, je vais de manière très, très brève, parce que ça a été évoqué, la grippe espagnole aussi, suite à cette épidémie, cette pandémie, il y a eu des conséquences à long terme chez un certain nombre de personnes, des enfants en particulier, avec des troubles neurologiques et des encéphalites neurasthéniques. Et quand on va plus proche de nous, encore, sur une autre, et puis, qui n'était pas heureusement une pandémie, mais juste une épidémie, mais qui a quand même secoué un certain nombre de pays, comme par exemple Hong Kong, quand on voit le suivi longitudinal de tous les malades qui ont expérimenté le SRAS à Hong Kong, et qu'on voit 4 ans après ce qui se passe, on a encore 40% de troubles psychologiques, et puis 40% de fatigue chronique, avec 27% de ces patients qui rentrent dans les cases de la classification du syndrome de fatigue chronique encéphalomyélite, qui une des classifications qui est la première et peut-être l'une des plus contestables, celle qui était du CDC 1994, des critères de Fukuda. En tout cas, c'est le critère d'évaluation qui avait été utilisé. Donc, pour revenir vers ce syndrome de fatigue chronique encéphalomyélite myalgique, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une entité médicale qui est écrite depuis au moins 200 ans, qui est souvent rapportée ou entend comme avec un trigger qui est un stress physiologique et souvent post-infectieux. Mais ça peut être un autre traumatisme, c'est retrouvé. Donc, c'est déclenché par des infections respiratoires, gastro-intestinales et volontiers virales. À l'heure actuelle, faute de substratum physiopathologique robuste retrouvé, ça reste toujours controversé, mais c'est reconnu comme infection en tant que telle par différentes instances, comme l'OMS, les instances officielles de santé aux USA, dans tout le monde anglo-saxon en fait, et puis dans certains pays européens. Après, l'hypothèse post-virale est quand même une des hypothèses séduisantes là-dessus, et le nom en fait SFC-EM vient parce qu'il n'y a pas de consensus, ne serait-ce que sur le nom, de par la complexité de l'entité.
avec une bonne partie de la communauté scientifique qui classe ça comme un syndrome de fatigue chronique, comme appellation, je dis, et puis plus le ressenti des malades et aussi de certains chercheurs qui parlent plutôt d'encéphalomyélite myalgique, avec une petite, on va dire, une grande controverse là-dessus, parce que le problème de parler d'encéphalomyélite myalgique, ça veut dire on pose l'hypothèse d'une atteinte cérébrale objective qui est évoquée, mais qui n'est pas prouvée encore à l'actuel. Et à l'inverse, parler de syndrome de fatigue chronique, ça ouvre la porte, en tout cas pour le ressenti des malades, à une prise en compte seulement psychosomatique du trouble. Donc c'est pour ça que le terme global est utilisé, qui est fait probablement impropre et encore mis à mal à l'heure actuelle. Et après de grands rapports, l'Académie de médecine aux USA propose carrément de changer de nom et d'en trouver un autre. Ils en proposent un autre, mais qui lui aussi est tout à fait discutable parce qu'il met en exergue la fatigue. Il parle de SIED pour Systemic Exertion Intolerance Disease. Voilà. Après, la prévalence de ce syndrome, étant donné qu'il n'y a pas de consensus clair sur ce qu'est la maladie, sur les critères, l'incidence et la prévalence, on ne la connaît pas bien. C'est estimé entre 800 000 et 2,5 millions de personnes aux États-Unis, et puis une incidence entre 0,2 et 0,4% de la population en Grande-Bretagne, mais avec des limites méthodologiques inhérentes à des défauts de classification. Le terme d'encéphalomyélite myalgique date finalement des années 40, parce qu'il y avait eu des clusters d'infections dues à des poliovirus, plus ou moins post-vaccinales, par exemple en Islande et compagnie, donc qui a vraiment mis en exergue la possibilité d'une atteinte du système nerveux, mais qui n'est toujours pas retrouvée en termes lésionnels en tout cas. C'est retrouvé, ces syndromes de fatigue chronique, encéphalomyélite myalgique, suite à l'infection, donc poliovirus, tous les herpesvirus, l'archétype en est ce qui se passe après une mononucléose symptomatique qui peut être très très sévère, suite à la dengue, des parvovirus, le West Nile, j'en ai parlé avant, le SARS-CoV, et puis aussi, est-ce que ça peut être tout simplement ce qui se passe suite à certaines borrélioses pour des infections bactériennes. En tout cas, ce type d'infection, ce qu'on peut retrouver de manière commune chez ces patients, c'est qu'en fait, c'est un ensemble plus ou moins homogène, avec des patients dont le maître mot est de manière chronique avoir une fatigue, des troubles du sommeil, ce qu'on appelle des malaises post-effort et des symptômes plus ou moins protéiformes et plus ou moins fonctionnels qui sont volontiers déclenchés suite à des efforts et de manière retardée. Et bien sûr, en absence de diagnostic différentiel autre retrouvé suite à une exploration médicale adaptée. Donc, comme je vous ai parlé, il n'y a pas de consensus. La première classification, les critères de Fukuda de 1994, on voit que donc il faut avoir donc une fatigue au sens anglo-saxon du terme. Dominique Salmon en a parlé tout à l'heure. C'est pas la même chose en anglais qu'en français. En anglais, une fatigue sur le plan médical sous-entend un épuisement et une fatigue qui est sévère. On voit que dans ces critères-là, la présence d'exacerbation et de malaise post-effort n'est pas obligatoire, ce qui pose question. On a bien sûr les troubles du sommeil, le fait d'avoir des troubles cognitifs, de mémorisation, de concentration, des douleurs musculaires, ce genre de choses. Il faut que ça dure plus de 6 mois. La fatigue, elle est volontiers non réparative et elle persiste après le repos. Et il faut donc avoir un certain nombre de critères. Mais après, en termes de critères d'exclusion, on voit que bien sûr, quand il y a une maladie clairement évidente, ça remet le diagnostic en cause. Moi, je vois sévère obésité, donc ça veut dire qu'un obèse n'a pas le droit d'avoir de syndrome de fatigue chronique, ça pose quand même question dans les critères. Et par contre, ce qui est très embêtant à mon sens, c'est les comorbidités acceptées. On voit qu'on accepte comme comorbidité avec la fibromyalgie, les troubles anxieux, somatoformes et compagnie, ce qui fait qu'en fait, ça revient à faire un sac, un fourre-tout, et que quand on classe avec ça, on a probablement une grande hétérogénéité des patients. Il y en a plusieurs, il y a eu des critères aussi canadiens, les critères d'Oxford. Les critères les plus récents sont américains de 2015, où en fait ils ressentent le problème sur
les symptômes les plus constants et retrouvés chez la plupart des malades, c'est-à-dire avoir une altération significative de la qualité de vie et de la fonction due à une fatigue qui doit être augmentée suite à des efforts, avoir un repos non réparateur et plus au moins soit des signes cognitifs ou une intolérance orthostatique, des signes un petit peu neurovégétatifs. Donc vous voyez que quand on prend ce type de critères et ce type de patients-là, ça ressemble quand même étrangement à certains patients que l'on voit lors de nos consultations. Du côté des malades de l'encéphalomyélite myalgique, beaucoup utilisent des critères du consensus international de 2011, qui, elle, propose une définition de cas et qui est plus basée sur des hypothèses physiopathologiques, mais qui restent des hypothèses, et c'est ça qui est un petit peu embêtant. Parce que du coup, quand on parle d'épuisement neuro-immunitaire post-effort, le problème, c'est que le neuro et l'immunitaire, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas prouvé. Donc, il y a des problèmes quand même un petit peu nosologiques. Des anomalies neurologiques structurelles fonctionnelles, ok, mais ça pêche, c'est clairement suite à des symptômes que l'on établit cette classification et avec un consensus à 100%, ce qui est quand même un petit peu si tout le monde est d'accord, c'est quand même que les spécialistes qui se sont penchés là-dessus étaient probablement beaucoup de personnes qui pensaient de la même manière et que tout ce qui est en rigueur médicale, on doit être fait en confrontation pour trouver un petit peu les bonnes pistes. En tout cas, les hypothèses, même si elles ne sont pas vérifiées, ça ne veut absolument pas dire qu'elles sont fausses, et c'est super important, parce que la réponse est possiblement dans l'une des hypothèses, ou voire plusieurs des hypothèses qui sont données par les spécialistes qui travaillent là-dessus. Pour ce qui est du Covid et fatigue, on l'a dit depuis le début de la matinée, la prévalence, elle est variable en fonction des méthodologies et des cohortes, voire des études transversales, mais est un syndrome cardinal retrouvé en post-Covid. Voilà. Donc certains de ces Covid évoluent possiblement vers un authentique SFC-EM. Ça, c'est une question qui est ultra importante et reste tout à fait ouverte. Parce que quand on voit les symptômes, là, c'est une diapo de deux affiches associatives, telles que les choses sont vues pour le Covid long, par les associations Covid long, et telles qu'elles sont vues pour les associatifs de l'EM, les choses se recoupent énormément et de manière tout à fait troublante, avec des clusters de symptômes, la fatigue au premier lieu, l'exacerbation post-effort qui rend justement les programmes de réadaptation à l'effort très très compliqués pour ces patients et parfois délétères, qui aboutit aussi à des troubles cognitifs de manière chronique et fluctuante et pour l'instant sans traitement curatif retrouvé. Donc, quand on regarde la littérature des hypothèses physiopathologiques du syndrome de fatigue chronique encéphalomyélite myalgique, c'est aussi assez troublant de voir que les hypothèses, les portes qu'on a ouvertes depuis ce matin, ça se recoupe finalement vachement. On parle beaucoup d'anomalies du métabolisme énergétique au niveau mitochondrial, avec des études sur des biopsies de muscles qui avaient été faites, mais avec des dosages peu reproductibles. Donc on n'a pas de preuve qu'il se passe vraiment quelque chose là-dessus. L'hypothèse des immunitaires aussi est tout à fait discutée, avec des études aussi encore
qui pêchent sur le plan méthodologique, mais qui retrouvent des augmentations de cytokines pro-inflammatoires, des épuisements au niveau de l'immunité T, des diminutions de l'activité des natural killers, des auto-anticorps retrouvés aussi, comme par hasard encore adrénergiques, muscariniques, cholinergiques, mais là encore avec des problèmes de bras contrôle à côté qui rendent la validation tout à fait, en tout cas pas présente pour l'instant, de la neuroinflammation en tant que telle, des problèmes aussi de rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus, hypophyse adrénergique, sur des études qui à l'époque étaient faites plus sur scintigraphie que sur des PET scans, mais est-ce qu'on retrouverait les mêmes patterns de syndrome fatigue chronique, encéphalomyalgique, que sur les Covid longs avec les techniques d'imagerie utilisées actuellement? C'est hyper important de mettre ça en exergue. Les hypothèses de perfusion au niveau cérébral, particulièrement encore du tronc cérébral aussi, qui sont totalement discutées. La dysbiose au niveau du microbiote intestinal, avec des études qui montrent qu'il y aurait peut-être plus de protéobactéries et moins de bifidobactéries chez les gens qui ont des encéphalomyélites myalgiques, avec des translocations digestives plus importantes. C'est possible, c'est discuté. Et puis bien sûr aussi l'implication psychosomatique, réactionnelle comme primitive, qui ne doit pas être du tout oubliée dans tout cela. Donc pour conclure, on a vraiment l'impression que ces deux entités évoluent tout à fait même en parallèle et se croisent clairement, hein, et ce qui jusqu'à présent était un travail d'investigation assez difficile, parce que c'est quand même une entité assez troublante qui touchait jusqu'à présent un nombre assez limité de personnes, avec là le spectre de la pandémie et les millions de personnes qui ont été atteintes par la Covid, le fait qu'il y ait des syndromes post-infectieux, ça fait un effet de miroir grossissant très important, qui donne beaucoup plus de lisibilité à tout cela, qui donne beaucoup plus de patients et donc des champs d'investigation. Et donc avec le nombre de patients qui sont maintenant, qui pourraient être explorés de manière transversale, fondamentale, clinique et compagnie, apporter des réponses qui, je l'espère sincèrement, permettront de trouver une solution thérapeutique, physiopathologique à la fois pour les Covid longs et pour l'intégralité des patients qui souffrent de syndrome post-viral. Je vous remercie. Merci beaucoup François. Très belle conclusion et présentation. Je note que tu as trouvé surtout des similitudes, pas tellement de différences. Alors avant la discussion, on va accueillir maintenant à distance Dr Habib Chaban,